Merci, cher doyen, pour cette introduction sympathique et merci d'être venu m'écouter. Je donne ce séminaire dans des circonstances tout à fait imprévues avec le tremblement de terre qui a eu lieu en Afghanistan il y a 2 jours. Je vais un peu en parler, mais ce n'est pas tout à fait le genre de séisme dont je voulais vraiment parler aujourd'hui. Alors, nous sommes bien sûr les catastrophes naturelles, les tremblements de terre et les tsunamis nous préoccupent beaucoup et nous essayons bien sûr de comprendre et d'essayer de limiter les dégâts, sinon de prédire ces tremblements de terre. Nous avançons petit à petit. Je commence toujours par montrer cette image du XVIIe siècle. À cette époque-là, on pensait que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques provenaient de phénomènes qui se passaient à l'intérieur de la Terre, de liquides bouillants et de foyers qui donc provoquaient les tremblements de terre. De nos jours, bien sûr, nous savons bien que ces processus, bien sûr, sont liés à des phénomènes de l'intérieur de la Terre, mais le phénomène principal, c'est le fait que la Terre est couverte d'une vingtaine de plaques lithosphériques de moyenne environ 80 km d'épaisseur, qui sont rigides elles-mêmes, ou plus ou moins rigides, et qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Et c'est aux bordures de ces plaques, c'est à l'interaction de ces plaques que se produisent les principaux tremblements de terre, comme on peut voir ici sur cette carte. Si on suit, les points noirs sont les tremblements de terre principaux qui ont eu lieu dans la croûte terrestre et qui suivent les dorsales océaniques qui séparent certaines plaques, ici par exemple dans l'Atlantique ou dans le Pacifique, et tout autour du Pacifique. Et c'est là qu'ont lieu les tremblements de terre les plus gros ou les plus meurtriers. Dans les dernières 15 années, nous en avons eu un certain nombre, dont je vais parler un peu plus, mais vous voyez qu'ils sont tous eu lieu en bordure de plaques lithosphériques. Alors ces plaques, il y en a de différents types. Il y a les bordures de plaques qui correspondent à 2 plaques qui se séparent avec du magma qui vient de l'intérieur de la Terre et qui va produire une nouvelle croûte. Et les dorsales océaniques sont le lieu de ce genre de séparation de plaques. L'autre type de plaque classique, c'est lorsqu'une plaque passe en dessous d'une autre. C'est ce qu'on appelle une zone de subduction. Et là aussi, on a beaucoup de tremblements de terre, et j'y reviendrai parce que les plus gros ont lieu dans ces zones-là. Et enfin, on a des zones où une plaque coulisse par rapport à l'autre dans un mouvement horizontal, comme par exemple la fameuse faille de San Andreas en Californie. Et là aussi, il y a au nord-ouest des États-Unis, il y a une zone de subduction dont on ne parle pas, qui est silencieuse actuellement, mais qui a eu dans le passé de très gros tremblements de terre, le dernier ayant eu lieu dans l'année 1700. Alors, il faut retourner à Wegener, au début du XXe siècle, qui a proposé la théorie de la dérive des continents sur la base de la ressemblance des côtes d'une part et d'autre de l'Atlantique, mais aussi des correspondances dans la géologie et dans la faune et la flore des 2 côtés de l'Atlantique. Mais cette théorie n'a pas été acceptée pendant très longtemps parce qu'on ne pouvait pas comprendre, on ne comprenait pas comment ces continents pouvaient se déplacer les uns par rapport aux autres. Il a fallu attendre les progrès
dans la mécanique des fluides, la compréhension de la mécanique des fluides, la théorie, pour comprendre que, par exemple, quand on a un fluide chauffé par le bas, il va la façon de dégager la chaleur la plus performante est sous la forme de convection. Donc on a des mouvements dans le fluide, des mouvements de convection, où les fluides plus chauds et plus légers, et donc va remonter, et quand il arrive à la surface, il se refroidit et il va retomber. Et si vous mettez un bouchon à la surface, le bouchon va être affecté, il va bouger sous l'effet de ces courants. Et donc, ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, ce qu'on a pu ensuite comprendre, c'est qu'il y a des courants de convection, c'est que la roche, à l'intérieur du manteau terrestre, qui se déforme au cours des temps géologiques. Elle se déforme en fait à des vitesses de l'ordre de quelques centimètres par an, disons près de la surface, et va entraîner des mouvements des plaques à la surface. Et donc ça donne, disons, une conception classique qui n'est pas vraiment exacte, mais qui donne une idée de ce qui se passe. On a un manteau formé de roches silicates, qui est à un instant donné solide et rigide, mais qui, au cours des temps, en fait, se déforme, donc à des vitesses disons, correspondant à la vitesse de déplacement des plaques en surface, quelques centimètres par an, et donc avec des cellules donc, de convection qu'on peut imaginer qu'elles concernent l'ensemble du manteau. En fait, on a maintenant des images un peu plus précises qui montrent que c'est pas plus compliqué que ça, qu'on n'a pas une remontée juste dans les dorsales et peut-être des régions qui se déforment plus rapidement que d'autres à l'intérieur du manteau. Mais en tout cas, c'est ça l'idée de base. Pour ce qui est des plaques, on mesure actuellement les mouvements des plaques, on les mesure de manière très précise par la géodésie, c'est-à-dire par exemple le GPS qui permet de mesurer des distances en fonction du temps entre un point sur une plaque et un autre point sur une autre plaque. On mesure la distance en fonction du temps et on peut donc savoir non seulement à quelle vitesse, mais aussi dans quelle direction les plaques se déplacent les unes par rapport aux autres. Donc là, par exemple, on voit que la plaque Afrique se déplace, d'ailleurs, elle ne se déplace pas très vite, plutôt vers le nord-est. Les plus forts séismes dans le monde, depuis 1900, ont eu lieu en bordure de plaques. Et en fait, justement, dans les zones de subduction. Pourquoi depuis 1900 ? Parce qu'avant 1900, on n'avait pas de mesures instrumentales. Et donc, en fait, il y a certainement eu des très forts séismes avant, on peut le voir dans la géologie, mais on n'a pas d'informations précises sur leur taille. Le séisme de Chili de 1960, je parlerai de la magnitude un peu plus tard, est toujours, jusqu'à nos jours, le plus gros séisme qui a eu lieu. Il a une rupture qui a cassé le long de la côte chilienne sur 900 km de distance. Ensuite, le séisme de l'Alaska de 1964 et maintenant, plus proche de nous, le séisme de Sumatra de 2004, dont vous vous souvenez peut-être, qui a provoqué un énorme tsunami. Et ensuite, donc, aussi le séisme du Japon, le séisme de Fukushima, et un autre à peu près de la même taille en 1952 dans le Kamtchatka. Et en descendant un peu en magnitude, aussi 2 autres séismes, mais vous voyez que tous ont eu lieu dans ces zones qui sont marquées par des couleurs non seulement roses, mais aussi dans les bleus, et ça indique des zones
où il y a ces plaques qui plongent et où il y a de la sismicité qui se prolonge jusqu'à de très grandes profondeurs, jusqu'à des profondeurs de l'ordre de 700 km. Par contre, voilà, alors encore quelques-uns. Par contre, si on compare ça aux séismes les plus meurtriers du XXIe siècle, on a les séismes suivants. Oups. Et vous voyez qu'en fait, ce n'est pas du tout la même liste. À part le séisme de Sumatra et le séisme du Japon, là, c'est Fukushima, nous on l'appelle séisme de Tohoku, les autres sont des séismes qui ne sont pas parmi les plus forts au sens sismologique. Par contre, ils ont fait énormément de dégâts. Et ça, c'est la conjoncture entre le nombre d'habitants, les populations, et les endroits où ont eu lieu les séismes. Parce qu'en fait, ce n'est pas les séismes qui tuent, ce sont les maisons, les bâtiments. Et il y a une corrélation, malheureusement, entre les zones habitées et les zones sismiques. Ce n'est pas très étonnant que ce soit les zones sismiques et les zones volcaniques qui soient les plus habitées, parce que c'est là qu'on trouve les terres les plus fertiles. En général, ce sont les zones où il y a le plus d'activité tectonique et donc qui favorisent la fertilité. Mais donc ici, on a cette carte du bas, elle montre en jaune les zones de très forte déformation tectonique qui suivent les limites de plaques. Et les petits carrés, ce sont les grandes métropoles, les mégapoles de plus de 2 millions d'habitants. Donc on voit déjà qu'il y en a un certain nombre, surtout ici dans la partie de l'Europe jusqu'au Pacifique, qui correspondent à une zone de convergence entre la plaque Eurasie et les plaques de l'Inde, de l'Afrique au sud. Et au-dessus, vous voyez, c'est une carte qui montre les séismes les plus meurtriers et les carrés montrent la taille du carré est proportionnelle au nombre de victimes. Et vous voyez qu'on suit très bien certaines limites de plaques. 85% des séismes les plus meurtriers depuis 1000 ans ont lieu dans cette zone de convergence entre l'Eurasie et l'Afrique et l'Inde. Et le séisme d'avant-hier a eu lieu dans cette zone. Alors, je voulais juste faire un petit encart sur ce qui s'est passé en Afghanistan du point de vue de la géophysique. En fait, ce qui se passe, c'est que l'Inde se déplace, et s'est déplacée depuis des millions d'années, dizaines de millions d'années, assez rapidement vers le nord, jusqu'à sa collision avec l'Eurasie, qui a donné naissance à l'Himalaya et au plateau du Tibet, qu'on voit ici très bien aussi sur cette carte-là. Et donc, on a ce continent assez épais et rigide de l'Inde qui vient comme qui rentre dans l'Eurasie et va causer la déformation de toute une région immense, donc de toute l'Asie du Sud-Est, et en particulier va donner lieu à des déplacements le long de failles en décrochant, un peu comme celle de San Andreas que je vous ai montré en Californie. Et c'est le long d'une de ces failles qu'a eu lieu ici à peu près, j'ai mis une étoile à peu près, le séisme d'Afghanistan. Mais revenons à cette histoire de population. Ici, on voit assez clairement que le nombre de morts dus au séisme augmente exponentiellement tout à fait, en suivant l'augmentation de la population dans de nombreux pays. C'est une tendance très claire dont il faut tenir compte. Alors, en faisant un peu
disons, à côté quand même, à part les séismes meurtriers qui sont des séismes qui ont lieu dans la croûte terrestre, donc à des profondeurs assez faibles, il y a aussi des très gros séismes qui ont lieu à très grande profondeur. Donc je voulais vous les montrer quelques-uns d'entre eux. Récemment, en 2013, dans la mer de Okhotsk, à la profondeur de 609 km, un magnitude 8.3, dans les îles Fidji, il y en a eu un très grand nombre, et le dernier de magnitude supérieure à 7.5 était en 2018. Un séisme très connu dans notre domaine, c'est celui de Bolivie de 1994 à une profondeur de 647 km. Ces séismes-là ne provoquent pas de dégâts en surface, mais ils sont parfois ressentis. Celui de Bolivie, par exemple, il a été ressenti à Toronto, dans les tours. Les gens qui étaient en haut des gratte-ciel, ils ont senti une oscillation qui provenait de ce séisme de Bolivie très profond. Et ça correspond à justement ces zones de subduction. Alors, ce que vous voyez ici, c'est des coupes dans des modèles, c'est des images tomographiques, ça représente en gros, on peut voir ça comme la température à l'intérieur de la Terre, et le bleu, c'est des températures plus froides, et les rouges plus chaudes, et on voit ces plaques, la plaque pacifique ici, qui plonge sous l'Eurasie, et le long de cette plaque, on a des séismes, et jusqu'à ces grandes profondeurs, là, cette zone-là, c'est à peu près 660 km de profondeur. La même chose ici dans les régions de Fidji. Tous les petits points blancs, c'est des petits séismes, et les plus gros d'entre eux peuvent se produire à très grande profondeur. Alors, maintenant, donc, je vous ai introduit les grands séismes. Comment les mesure-t-on, la taille d'un séisme? Alors, autrefois, lorsqu'il n'y avait pas d'instruments pour les mesurer, on avait comme outil simplement ce qu'on appelle l'intensité. C'est-à-dire, on regarde les dégâts qu'il y a eu, la sévérité des dégâts, et on donne on compare ça à une échelle. On a établi des échelles. Il y a eu plusieurs échelles. Enfin, il y a un certain nombre d'échelles. En fait, chaque région a développé sa propre échelle d'intensité, mais l'échelle classique est celle de Mercalli. Et donc une intensité 1, c'est rien du tout, à peine ressenti, et jusqu'à des intensités de 7 à 8 où on voit des dégâts importants avec destruction de maisons, de buildings, etc. Et donc, par exemple, pour étudier un séisme comme le séisme de San Francisco de 1906, qui a joué un rôle important dans le développement de la science concernant les séismes, à l'époque, il y avait déjà des sismomètres, mais il n'y avait pas énormément d'observations. Et on s'est basé surtout sur la carte d'intensité pour déterminer la taille de ce séisme, parce qu'après on peut faire une correspondance avec une échelle de magnitude plus moderne. Et donc on voit ici, c'est la faille de San Andreas, et la rupture du San Francisco, c'était sur 400 à 450 km de longueur. Elle a commencé ici dans la baie de San Francisco, elle s'est propagée vers le nord et un peu vers le sud. Et les intensités les plus grandes étaient de l'ordre de 8 à 9. De nos jours, l'énergie dégagée est mesurée instrumentalement, donne lieu à la magnitude. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours d'un séisme? En fait, un séisme, c'est une rupture sur un plan de faille. Un plan pratiquement, au premier ordre, c'est un plan qui a une certaine orientation, et donc on peut en déterminer une longueur et une largeur. Donc la longueur dans le sens horizontal, la largeur dans le sens de la profondeur, mais avec le long de le plan de faille peut être incliné, il peut être plus ou moins vertical, mais il peut être incliné.
Et donc, bien sûr, vous connaissez les notions d'hypocentre ou foyer, c'est là où a commencé la rupture, et ensuite la rupture se propage au cours du temps, assez rapidement, on parle de secondes, de minutes, et l'épicentre, c'est la projection du foyer à la surface. Et la partie importante, c'est donc que, ici cet exemple, on a un séisme qui se produit sur un plan, une rupture dont on peut mesurer la longueur L, la largeur W, et de combien ça a glissé, de combien l'un des côtés a glissé par rapport à l'autre. Et ça joue un rôle, on l'appelle le glissement moyen, et on peut en déduire une quantité qu'on appelle le moment sismique, qui est proportionnelle à l'énergie dégagée, l'énergie qui va être dégagée par des ondes sismiques, qui va donc se propager et qu'on va ressentir sous les formes de vibrations. Ce moment sismique, c'est le produit de la surface de la rupture par le glissement moyen et par une propriété du matériau, de la roche, qui est son module de cisaillement. Et on en déduit une échelle de magnitude qui est l'échelle préférée de nos jours, parce que c'est une échelle très rigoureuse qu'on peut, on peut déterminer à partir des observations en champ lointain, donc à des stations sismiques loin de la source, loin de l'hypocentre. Et cette échelle de magnitude, elle est déterminée dans une échelle logarithmique parce que les quantités augmentent par des facteurs 10 assez rapidement. Et donc, pour avoir des chiffres pas trop gros, on passe en échelle logarithmique. Et donc l'énergie, pour le moment sismique, donc c'est un moment, c'est un produit d'une force par une longueur, hein, c'est pour ça que ça s'appelle un moment sismique. Et la bonne nouvelle, c'est que il y a quand même très peu de séismes très gros. La plupart des séismes sont petits et en fait, le nombre de séismes en fonction du temps augmente plus la magnitude est faible et plus il y a de séismes. Et c'est ce qu'on appelle, c'est une loi empirique qu'on a pu expliquer de manière physique, qui est ce qu'on appelle la loi de Gutenberg-Richter, c'est que le logarithme du nombre de séismes est proportionnel à la magnitude avec une pente négative, c'est-à-dire, en fait, il y a 10 fois plus de séismes de magnitude 6 que de séismes de magnitude 7, il y a 100 fois plus de séismes de magnitude 5 que de séismes de magnitude 7, etc. Et donc on peut voir les statistiques qui justement montrent que la magnitude, c'est important pour nous sismologues, mais ce n'est pas ça qui détermine les dégâts. Donc là, vous voyez des magnitudes supérieures à 8, il y en a en moyenne 1 ou 2 par an. Ça, c'est sur une douzaine d'années. Vous voyez, il y a des années où il n'y en a pas, il y en a des années où il y en a jusqu'à 4, mais en moyenne, c'est 1 ou 2 par an. Entre magnitude 7 et 7,9, c'est une quinzaine par an. Ensuite, vous voyez 150 par an pour une échelle de 1 point de magnitude moins. Et par contre, pour ce qui est de l'estimation des victimes, ça ne suit pas du tout les mêmes règles. Ça dépend. Là, on a 2004, ça correspond au grand séisme de Sumatra et de son tsunami. 2010, il y a eu Haïti et le séisme de Tohoku, je crois. Donc, voilà. Alors, je vous ai dit que le séisme de San Francisco a joué un très grand rôle pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe au cours de séismes. Parce qu'avant, les gens confondaient les volcans, les séismes, on pensait que tout était le même phénomène. Le séisme de San Francisco de 1906 est un séisme assez simple puisqu'il a eu lieu sur une faille qu'on appelle une faille transformante, donc un décrochement,
avec un plan de faille vertical et les deux côtés de la plaque qui se déplacent l'un par les autres. Il y a eu des observations très claires de déplacement, par exemple, justement, de barrières d'un côté et de l'autre de la faille. Il y avait des mesures de triangulation de chaque côté de la faille. Alors là, oui, je montre ici simplement la longueur de la rupture du 1906 comparée à celle du dernier séisme de San Francisco de 1989, qu'on appelle le séisme de Loma Prieta, qui est à magnitude 7, et 1906, c'est 7,9. Et vous voyez déjà une très grande différence pour la longueur de la rupture. Mais l'importance de San Francisco, c'est que ça a donné lieu à ce qu'on appelle la théorie du rebond élastique, qui a été exprimée par Harry Reid en 1910 à la suite de ce séisme, qui expliquait ce qui se passait. C'est-à-dire vous avez des plaques qui sont mues par des forces qui viennent de l'intérieur de la Terre, le dégagement de la chaleur et les mouvements de convection. Et donc vous avez une barrière qui, au moment de la construction de la clôture, est toute droite à travers la faille, traverse la faille, ou plutôt la faille la traverse. Juste avant le séisme, au cours du temps, vous avez une déformation lente à grande distance qui va déformer cette barrière. Et puis, à un moment donné, les roches ne peuvent plus supporter les contraintes de cette déformation et elles vont casser et rétablir, disons, une nouvelle configuration avec, on va voir, cette barrière va être déplacée d'une certaine distance, de quelques mètres en l'occurrence. Donc ça se passe très rapide. Ça se passe, ça prend du temps. Ça peut prendre des dizaines, des centaines d'années. Et ça se passe en quelques secondes et minutes. Voilà. Mais au cours des temps géologiques, les plaques continuent à être déformées des deux côtés, et on accumule au cours du temps la déformation le long d'une faille. Ça, c'est la faille de San Andreas qu'on voit ici, c'est une vue aérienne. Et au cours de nombreux séismes, on s'aperçoit qu'on a des indicateurs géologiques qui vont nous permettre de calculer la vitesse de déformation le long de la vitesse de glissement le long de cette faille au cours des temps géologiques. Alors ici, par exemple, on a c'est la topographie qui nous aide, on a une rivière qui descend ici, qui autrefois allait tout droit, mais les deux côtés de la faille se sont déplacés et il y a eu tout à coup une topographie, une montagne qui est venue empêcher la rivière d'aller tout droit. Et donc le lit de la rivière a dû couler le long de la faille et repartir ici. Et bon, ça c'est un schéma qui montre un peu ce qui se passe. C'est la même chose, on voit ici, et des rivières comme ça, on en voit beaucoup. Et on peut dater les roches d'un côté et de l'autre de la faille et en déduire le temps qui a passé pour avoir ce déplacement. Et donc là, par exemple, dans ce cas-là, on a pu dire que la rivière a été déplacée il y a 10 000 ans. Alors, tout ça, ça se passe lentement, mais ça se passe par à-coups. Et l'idée, c'est, en fait, le modèle le plus simple, c'est une masse et un ressort, et qu'on tire, on applique une force, et suivant... ça ne marche pas. Suivant la... Suivant la masse,
les à-coups vont être plus ou moins fréquents. Vous voyez, si cette boîte est légère, ça va se déplacer disons, sans à-coups. Par contre, si la masse est très forte, on va faire une fois, ça va, vous allez attendre beaucoup plus de temps entre deux secousses et elles vont être plus grandes. Voilà. Donc ça a donné lieu à des idées sur ce qu'on appelle le cycle sismique. C'est que les contraintes s'accumulent au cours du temps et à partir d'un moment, ces contraintes sont relâchées et c'est là que vous avez un séisme. Et on peut avoir deux modèles. Ici, c'est la contrainte. Soit les contraintes se relâchent lorsqu'elles ont atteint un certain seuil, et donc à ce moment-là, vous avez un cas parfaitement périodique, et elles se relâchent de la même quantité. Soit là, vous avez des contraintes qui se relâchent au moment où elles atteignent un certain seuil par le haut, et là, le cas où les contraintes se relâchent un peu irrégulièrement, mais atteignent toujours un seuil minimum, le même seuil minimum. Et suivant les cas, vous allez pouvoir prédire à quel moment aura lieu le séisme suivant, ou vous ne pourrez pas prédire le moment, mais vous pourrez prédire de quelle quantité va être le déplacement. Donc ça, c'est un modèle simple. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est pourquoi une des raisons pour laquelle on n'est pas vraiment capable de prédire les tremblements de terre, c'est que tout ça, c'est très irrégulier. Les contraintes et la résistance de la roche varient en fonction du temps. Tout varie et est compliqué, et donc on a du mal à vraiment pouvoir prédire. Alors, en plus, ça c'est un modèle tout simple, mais quand vous avez des failles, en réalité c'est plus compliqué. Et pour modéliser un tel système, il faut faire intervenir un système plus complexe de masse et de ressorts reliés entre eux. Et bien sûr, les roches varient avec la position, etc. Leurs propriétés varient, ce qui rend le problème compliqué. Mais rapidement, qu'est-ce qui se passe donc là maintenant, on a vu le cas de San Francisco et la théorie du rebond sismique. Si on applique ça dans une zone de subduction, vous avez plusieurs périodes. Vous avez la période où la faille est bloquée, c'est-à-dire les deux côtés, les deux plaques qui se touchent le long de la faille il n'y a pas de mouvement, elles sont collées l'une contre l'autre. Et là, vous avez une situation où les contraintes sont de compression. Dans une zone de subduction, les deux plaques se rapprochent. Les contraintes s'accumulent. Ça peut durer, comme j'avais dit, plusieurs centaines d'années. Et ensuite, vous avez, au moment du séisme, les contraintes se relâchent et la rupture sur la faille a lieu en quelques dizaines de secondes ou centaines de secondes. Et ensuite, vous avez une période de relaxation où les roches vont reprendre leur forme des deux côtés. Et donc, par exemple, on peut calculer que, par exemple, si vous avez un glissement de 12 mètres dans un gros séisme et une vitesse de convergence de plaques de 3 cm par an, vous pourrez en déduire un temps de récurrence qui va être donc 12 mètres divisé par 3 cm par an, qui va être de l'ordre de 400 ans. Donc ça, c'est tout à fait au premier ordre, mais en réalité, le processus n'est pas du tout strictement périodique. Donc en plus, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le fait que les plus forts séismes, pourquoi se produisent-ils dans les zones de subduction ? C'est parce que quand vous allez de la surface vers le manteau,
vous avez les propriétés des roches changent. Vous avez une première couche, en général de 15 à 20 km d'épaisseur, qui est une couche où les roches sont cassantes. Vous êtes à température basse et pression basse, mais quand vous vous enfoncez dans la terre, vous atteignez vite des températures plus élevées et des pressions plus élevées, et les roches se déforment de manière plastique. C'est ce qu'on voit quand on fait une expérience avec un tube de verre à température ambiante, il va casser. Si on le chauffe, il va se déformer. Et donc, en fait, les séismes ont lieu dans cette zone cassante. Et c'est dans les zones de subduction où la zone cassante, à cause de la pente de la zone de subduction, cette zone cassante va avoir une épaisseur plus grande, une largeur plus grande. Et donc, quand vous allez calculer le moment sismique, cette largeur-là va être plus grande que ce que vous pouvez avoir dans une zone de cisaillement comme la zone de San Andreas. Et donc, vous allez avoir des moments sismiques plus forts, donc des séismes plus forts. Donc, les plaques avancent, se déplacent sous l'effet des courants de convection. Et donc, on peut s'attendre à ce que, disons, dans une limite de plaque, ici, on a, ça c'est l'Alaska, c'est la mer de Bering, et on a ici les Aléoutiennes, les îles Aléoutiennes, qui sont une zone de très fort séisme. Vous voyez les magnitudes ici plus grandes que 8 au cours du XXe siècle. Et donc, vous allez avoir des ruptures qui vont successivement casser des morceaux de cette limite de plaque. Alors, pas forcément dans l'ordre et pas forcément de manière prévisible, mais disons, ça a donné lieu à une théorie comme quoi, s'il n'y a pas eu de gros séisme, par exemple ici, vous avez eu un gros séisme en 58 dans cette région-là et un en 49 ici. Et donc, entre les deux, il n'y a eu rien. Donc, peut-être que le séisme suivant aura lieu, remplira cette lacune sismique. Et effectivement, dans ce cas-là, il y a eu un séisme, mais qui n'a pas tout à fait rempli cette lacune à cet endroit-là. Et cette théorie-là, elle a été très populaire pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en fait, on ne pouvait pas vraiment l'utiliser pour prédire où sera la secousse de grande importance, le séisme de grande importance suivant. Statistiquement, ça ne marche pas très bien. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Par exemple, ici, le long de la faille, là on est en Turquie, donc la Grèce, la Turquie, le long de la faille nord-anatolienne, on a une faille aussi comme celle de San Andreas qui passe très près d'Istanbul. Et au cours donc là, vous voyez comment les plaques, les mouvements là, avec les vecteurs GPS, les vecteurs de vitesse. Et on a eu une succession, plusieurs successions d'ailleurs, dans les temps historiques, de gros séismes le long de cette plaque qui se sont propagés d'un bout à l'autre, 39, 42, 43, 44, 90. Et le dernier, le séisme d'Izmit de 99, qui a créé beaucoup de dégâts, qui n'arrive pas tout à fait à Istanbul, mais presque. Et donc, on s'inquiète beaucoup sur l'avenir de la ville d'Istanbul, qui, entre-temps, dont la population a explosé dans les dernières décennies. Et on peut voir ça sous forme disons, de grandeur de déplacement de ces ruptures qui ont effectivement progressivement, disons, cassé toute la longueur de cette faille avec Izmit à ce bout-là. Mais c'est vraiment un cas particulier. Et en général, on n'a pas. Et la prochaine séquence de ce séisme pourra aller peut-être dans l'autre direction. Ça s'est produit dans le passé, ou sera tout à fait différente. Alors, pourquoi c'est si compliqué ? C'est que, en fait,
bon, là, on a une zone de subduction, une zone de rupture, une zone de contact entre les plaques qui est donc bloquée jusqu'au moment du séisme. Bon, là, on peut faire la relation entre la taille de la rupture, etc. Mais en réalité, vous avez certaines rugosités. Les plans entre les deux plaques ne sont pas lisses ou ils ne sont pas uniformes de propriété. Et il y a des zones où les plaques sont couplées très fort et des zones où elles le sont moins. Et donc, au cours d'un séisme, vous pouvez avoir différents morceaux collés qui vont casser, mais pas forcément toujours dans le même ordre et toujours à la même quantité. Alors, il y a des notions comme les notions d'aspérité, justement, c'est les régions qui sont les plus couplées, et des zones de barrière qui permettent l'arrêt de la rupture, où la rupture ne continue pas parce qu'il n'y a plus de résistance. Alors, je vois que le temps passe. Et justement, juste pour dire quelques mots de comment on étudie les séismes de manière moderne, hein, on a des réseaux sismiques, je vais en parler un peu, des réseaux géodésiques, j'en ai déjà parlé aussi, mais pour mesurer les vitesses et les déplacements, l'interférométrie radar qui permet aussi donc d'avoir une vue d'ensemble des zones de rupture, au moins celles qui vont jusqu'à la surface, et bien sûr des observations géologiques, paléosismiques et une modélisation numérique. Alors là je vais passer, mais les ondes sismiques se propagent à partir de séismes, je vais continuer là. Et donc vous avez une rupture qui va commencer à un certain endroit, hein, qui va commencer à l'hypocentre et qui va se déplacer à une certaine vitesse, dans une certaine direction, et qui va casser certains morceaux de faille. Et vous allez enregistrer ça sur des sismomètres qui vont, chaque petite, chaque morceau de ce sismogramme va pouvoir être, rétropropagé pour vous renseigner sur exactement ce qui s'est passé au cours de la rupture. Enfin, exactement, j'exagère, mais disons que c'est, en gros, donc les méthodes appliquées actuellement, c'est une rétropropagation des ondes enregistrées dans un réseau sismique pour pouvoir analyser en fonction du temps et en fonction de la position sur la faille de la rupture. Et donc là, j'ai un exemple pour le séisme de Sumatra-Andaman, donc le plus gros qui a eu lieu récemment. Donc encore une fois, il a eu lieu le long de cet arc, de cette zone de subduction, et ici c'est la zone des répliques de ce séisme, hein, qui a couvert sur une distance de 1200 km. Et donc on a pu, à partir des données sismiques, avoir une image en fonction de la position et du temps de cette rupture qui a duré environ 600 secondes. Donc voilà. Et alors ce séisme-là, il a provoqué un raz-de-marée parce qu'il a eu lieu sous l'eau et la rupture a soulevé le fond de l'océan. Et lorsque le fond de l'océan est soulevé brutalement ou brusquement au cours d'un séisme, vous formez une vague qui dans l'océan, en pleine mer, est une vague de très grande longueur d'onde qui se déplace en fait à des vitesses qui sont équivalentes à des vitesses d'un avion
disons, transatlantique. Mais quand elles arrivent près de la côte, lorsque le niveau du fond de la mer remonte, elles vont se rétrécir et augmenter en hauteur pour conserver l'énergie. Et c'est là que donc on va avoir quelques vagues successives qui peuvent engloutir les côtes. Et donc là, par exemple, vous voyez le résultat de ce tsunami à Sumatra. Je vais passer parce que je crois que le temps est je ne vais pas parler je vais juste dire 2 mots sur ce que les études les plus récentes ont permis disons de dégager sur la façon dont les ruptures de ces très gros séismes se passaient, parce qu'il y a vraiment des correspondances. Alors, ce qui est montré ici, c'est une comparaison entre Sumatra, le séisme de Chili de Maule de 2010, c'est celui-là que j'avais oublié avant, et Tohoku, en fait, c'était 2011. Et donc ici, on a une zone de subduction où la subduction se passe vers l'est, ici aussi, et là c'est l'inverse, la subduction est vers l'ouest. Et on peut distinguer 2 zones, les zones près de la limite des plaques, près de la fosse marine, qui sont des zones où vous avez un grand déplacement et qui engendre les tsunamis. Et par contre, plus profondément, là où il y a des zones qui engendrent plus de vibrations de courte période, qui, elles, vont, disons, se ressentir plus sur les bâtiments dans les régions submergées. Alors, je voulais dire 2 mots de tsunami lacustre, puisque ça nous intéresse peut-être ici, au bord du lac de Genève. Donc, les tsunamis peuvent aussi avoir lieu dans les lacs, et ils peuvent avoir différentes causes, soit des séismes, comme donc, dans le cas que je vous ai illustré auparavant. Vous avez un séisme qui soulève le fond du lac, qui va créer une vague et qui va déferler sur les côtes. Mais on peut aussi avoir simplement des mouvements de masse de roche, ou une éruption volcanique sous le lac, et parfois aussi des effets dus à des secousses brutales dans la pression de l'air qui peuvent aussi créer des vagues, mais c'est plus rare. Alors, il y en a un certain nombre qui ont été étudiés dans le monde, et vous voyez qu'en fait, donc, soit à l'époque historique où on a des renseignements un peu plus quantitatifs, soit une étude de paléo-tsunami qu'on étudie par la géologie. Et vous voyez que le lac de Genève a quand même été affecté par un certain nombre d'entre eux. Par exemple, il y a eu des études au fond du lac qui ont mis en valeur la présence de dépôts provenant d'un mouvement de masse de roches qui se distingue très bien des dépôts sédimentaires, disons, tout autour. Et alors, la plupart d'entre eux sont soit dus directement à des séismes qui vont, soit par l'intermédiaire de chutes massives de pierres dues à des séismes. Donc, c'est intéressant de voir quelle est la sismicité historique de la Suisse. Et donc autour du lac de Genève, c'est vraiment
il y a eu quelques séismes historiques, dont celui, vous avez peut-être entendu parler, d'Aigle de 1584, auquel on a estimé une intensité 8, hein, donc une intensité assez forte, qui donc un bon candidat pour alors donc ici encore une fois, bon, ça montre la même chose. Et donc voilà, mis en relation avec la sismicité de la Suisse en général. Bon, en période ordinaire, il n'y a pas énormément de séismes en Suisse, mais tout est dû à la convergence, alors ça c'est une carte très simplifiée, la convergence entre la plaque européenne et la plaque adriatique, l'une passant sous l'autre, donc à l'origine de la formation des Alpes. Ça fait tout partie de cette zone de convergence entre l'Europe et l'Asie de l'Est. Mais oui, j'allais dire, il n'y a pas, au point de vue du nombre de séismes en Suisse, c'est quand même, disons, le nombre de séismes de magnitude plus grande que 2,5. Je crois que c'est une vingtaine par an, ou quelque chose comme ça. Je me trompe peut-être, donc c'est pas encore trop. Donc là, je crois que je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre.